Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui avec l'équipe de la ville et la métropole de Rennes pour pour qu'ils nous expliquent un petit peu plus sur l'expérience Initiative citoyenne européenne demandant à l'Europe un accueil digne des migrants. Et nous sommes en train d'avoir cette présentation parce que nous sommes très heureux d'annoncer que cette expérience de la ville portée par la ville de Rennes, la métropole de Rennes, a été lauréat du 17e prix OIDP Bonne Pratique en participation citoyenne. Donc, tout d'abord, je veux vraiment vous féliciter à toute l'équipe de la ville, de la métropole et aussi la société civile de Rennes qui a été très impliquée avec ce processus. Donc, mes plus sincères félicitations pour cette expérience, pour le sens de l'expérience et bien sûr pour ce lauréat, non, pour ce prix que le jury du prix a décidé de vous partager. Donc, mon nom, c'est Adrien Duarte, je suis le coordinateur de l'Observatoire international de la démocratie participative. Et aujourd'hui, nous aurons des collègues de CGLU et de l'OIDP. Il y aura ma collègue Viviana Herrera Inés Hermoso et aussi ma collègue Anna Calvete de l'équipe de migration de CGLU et ma collègue Amanda Fletti, qui est la coordinatrice de la Commission d'inclusion sociale, démocratie participative et droits humains de CGLU, qui seront en train de nous accompagner. Madame Fletti est aussi membre du jury de cette édition du prix, donc aussi elle pourra partager avec vous. Et nous avons un grand groupe de la ville de Rennes et de la métropole de Rennes qui sont en train qui vont nous partager avec nous cette expérience. Donc, s'il vous plaît, je vous laisse la parole pour que vous pouviez vous présenter rapidement et vous pouvez commencer à présenter l'expérience. Merci beaucoup. Si ce sera diffusé à Rio, boa tarde à todos, boa tarde Rio. Comme ça, si jamais, vous pourrez toujours utiliser ce type de vidéo. Moi, je suis Marie-Ange Orihuela, je suis la responsable du service international et Europe, qui a proposé cette démarche, qui après a été menée, comme vous l'avez dit, Adria, avec d'autres services, avec la société civile, avec les universités du territoire, avec un nombre de partenaires importants, avec un collège aussi, donc avec nos collègues de l'éducation et de l'enfance. Et je voulais juste, pour ceux qui ne connaissent pas Rennes, ce qui est très grave, il faut connaître Rennes, et on vous invite à venir connaître Rennes, juste vous donner quelques informations. La ville de Rennes, c'est 225 000 habitants et 450 000 pour la métropole qui compte 43 communes et qui a une gouvernance partagée entre la ville et la métropole. On est une ville jeune et étudiante. Un quart de la population est étudiante à Rennes. Oui, c'est ça, à peu près un quart de la population. On est régulièrement reconnu comme une ville où il fait bon vivre, où il fait bon étudier dans des recensements nationaux, voire européens. Pour nous mettre sur la carte, on est proche de Paris, 1h25, mais aussi proche de la côte, 45 minutes pour aller à Saint-Malo ou au Mont-Saint-Michel, qui est souvent catégorisé comme 8e merveille du monde. Donc certains d'entre vous au moins connaîtront cette ville-là. On est aussi une ville qui a privilégié les mobilités. Donc on a 2 lignes de métro. Pour une ville de notre taille, c'est beaucoup. On a plus de 150 lignes de bus sur toute notre métropole. On a beaucoup renforcé durant la période du Covid de nombreuses possibilités d'utiliser le vélo, y compris pour sortir de la ville-centre. Et évidemment, on est aussi une ville qui fait la part belle à la marche et aux piétons. Cette politique, elle permet aussi quand même à un tiers des personnes qui voyagent de le faire à tarif réduit, voire gratuitement. Donc il y a vraiment des politiques publiques fortes. On est aussi, du point de vue économique, une ville qui a une histoire forte du numérique aujourd'hui autour de la cybersécurité, une ville qui a toujours su innover, et vous l'avez vu à travers ce projet, donc c'est un peu dans l'ADN de notre écosystème. Et en même temps, et c'est tout aussi important, il y a un développement économique, mais avec un message qui a toujours été clair on ne laisse personne derrière. No one left behind. Donc, développement économique, mais pas au prix du développement social, pas au prix de la qualité de vie des habitants. Donc, voilà, ce qui nous permet d'avoir des taux de chômage plus faibles que la moyenne. Voilà. Je ne dis pas que tout est parfait à Rennes, évidemment, mais on tâche de faire au mieux pour que ce soit une ville vivante et pour tous.
C'est aussi une ville rock, je dis ça pour ceux qui vraiment auraient envie de nous voir, et pour voilà, ceux qui connaissent Björk, Nirvana, Daft Punk, Stromae, les Fugees, eh ben, c'est à Rennes qu'ils ont été découverts, parce qu'il y a un festival qui s'appelle les Transmusicales, qui a lieu tous les ans en décembre, et qui est un festival où c'est pas grave de ne pas connaître la programmation, c'est normal, puisque ces gens-là sont découverts à Rennes. Voilà, et on est une ville évidemment mobilisée et participative avec plus de 7000 associations sur le territoire de Rennes. C'est 10% du budget de la ville qui est consacré au soutien au secteur associatif. Et ça veut dire aussi qu'on a un quart des habitants, en fait, qui sont membres d'une association, qui donnent de leur temps, qui sont bénévoles quelque part, qui participent à une cause. Donc on a cette culture du dialogue et de la participation. Et Monsieur Desmaules, notre élu sur ces sujets, vous en dira plus. Voilà, donc c'était juste pour vous situer un peu Rennes sur la carte. Stéphanie, l'étape suivante, c'est l'étape suivante, c'est de proposer à Monsieur Desmaules de faire un peu le paysage de la démocratie participative à Rennes qui a son ADN, et surtout pour montrer d'où est issue cette initiative citoyenne européenne. Et bien sûr, je vous ai proposé, pour les introduire, que l'on soit accompagné ce matin par ceux qui ont vraiment participé au projet à la racine. Donc, la présence de Fatimata Hamek pour représenter le collectif des habitants de la maison de quartier et des associations, et puis Garance qui nous racontera un peu ce qu'elle a retiré, ce qu'elle a ressenti de la participation, de sa participation en tant qu'étudiante avec son université, travail auprès des habitants et des enfants, et puis surtout qu'est-ce que ça représente pour elle aujourd'hui, puisqu'elle s'est engagée dans un demi-tour. Et surtout, j'essaierai de lui passer la parole plus rapidement, puisqu'elle doit être partie pour une réunion. Elle rencontre beaucoup de monde à travers l'Europe pour une réunion pour 11 heures. Donc, Parfait. Pas de souci, vous vous organisez vous-même, pas de souci. Je passerai la parole, je couperai peut-être la parole aux uns et aux autres pour passer la parole à Garance pour qu'elle puisse s'exprimer au mieux. Voilà, donc comment est partie cette issue avec cette culture de démocratie participative? Ouais. Je laisse Monsieur Desmaules. Bon, je vais essayer d'être assez bref quand même, c'est pas évident d'être synthétique sur ces questions-là, mais Rennes est une ville pionnière en termes de participation citoyenne. C'est vrai que on a développé les conseils de quartier dès les années 80, par exemple, ou le budget participatif en 2015. On était une des premières villes de France à développer ce budget participatif, et je pense qu'on est, la ville de Rennes est reconnue, s'investit déjà beaucoup dans les réseaux nationaux de la participation citoyenne et est reconnue au niveau national comme une ville d'innovation démocratique, comme le disait ma collègue. Et donc on a su développer cette culture de la participation, je pense, en interne comme en externe. Donc en interne, on a vraiment organisé notre administration municipale aussi autour de la participation citoyenne, avec des référents participation citoyenne dans chaque service, et des process qui nous permettent aujourd'hui de pluguer de la participation citoyenne à chaque étape de la construction de nos politiques publiques. Dans la conception de la politique publique, dans sa réalisation, dans son évaluation, on essaye d'insuffler à chaque fois de la participation citoyenne, donc sous ces différentes formes, hein, information, concertation, co-construction, voilà, en fonction de l'objectif et du public ciblé. Donc pour ça, on a une boîte à outils, une merveilleuse boîte à outils de la participation citoyenne qu'on appelle chez nous Fabrique citoyenne, avec des outils numériques comme un site web participatif dédié à la participation citoyenne, mais aussi des outils méthodologiques. On a utilisé, par exemple, à plusieurs reprises ces dernières années, les jurys citoyens ou les conventions citoyennes pour travailler justement sur la conception de nos politiques publiques. On a pu utiliser des votations, notamment dans les quartiers. On a systématisé, par exemple, les comités consultatifs autour de chaque compétence dont est dotée la ville. Donc, on essaye d'avoir comme ça un schéma global de la participation citoyenne qui est pleinement intégré à notre fonctionnement municipal, et où du coup, on systématise cette participation. Après, comme je le disais, chaque démarche est
est singulière et ça nous rend aussi modeste par rapport à la participation citoyenne parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose de difficile, qu'on n'atteint pas jamais l'engagement total. C'est très difficile puisqu'on est généralement sur la base, bien sûr, du volontariat. Donc, il y a toujours un travail d'inclusion à faire permanent. Ce qui me pousse à dire que la participation citoyenne, elle est rien sans une politique associative forte, sans justement un travail avec les acteurs éducatifs et sociaux du territoire important. On travaille beaucoup sur cet angle participation citoyenne avec les bailleurs sociaux notamment, donc avec notre milieu associatif aussi, notre milieu universitaire. Voilà, on essaye vraiment de se rapprocher des acteurs de terrain qui sont en contact quotidien avec les habitantes et les habitants, avec justement un angle éducatif et social important pour nous dans la participation citoyenne. On s'est aperçu que les outils de participation citoyenne, notamment comme le budget participatif, peuvent être des super outils éducatifs pour comprendre comment fonctionne la collectivité, pour apprendre à s'engager. Par exemple, on a développé le budget participatif des enfants. C'est une des innovations de ce mandat-ci. Pour les 6-11 ans, on a mis un budget participatif spécifique pour cette catégorie d'âge, justement en travaillant sur l'aspect éducatif de la participation citoyenne. Voilà, sur l'aspect social, on a notamment le Conseil rennais de cohésion sociale qui regroupe les usagers du CCAS et de nos organes sociaux et qui travaille aussi à l'évolution des politiques publiques en ce sens. On essaye aussi de travailler avec des acteurs associatifs sur des espaces de citoyenneté pour les exilés qui arrivent sur le territoire. Là, par exemple, on est en train de travailler avec un acteur de l'ESS sur la construction d'une maison d'émigration, c'est-à-dire un lieu d'accueil et d'accès aux droits pour les personnes exilées. Donc, c'est une des déclinaisons du travail de participation citoyenne vers l'action sociale, par exemple. Ce que je peux dire de la participation citoyenne à Rennes aussi, c'est que l'impact de cette participation citoyenne, c'est d'une part, je pense, déjà un amour certain des Rennaises et des Rennais pour leur ville. Ça se ressent à travers les différents classements où les Rennais classent leur ville comme une des plus agréables à vivre en France. C'est aussi la participation citoyenne, un travail qui est vraiment valorisant pour les agentes et les agents. Quand on met en place un projet en concertation avec les habitants, souvent les services nous disent c'est super, on a des retours positifs des habitants. On est remercié pour le travail qu'on fait, alors que généralement le travail d'un agent se fait plutôt dans l'ombre. Et là, par exemple, pour des agents de terrain, je pense au jardin ou à la biodiversité, c'est hyper valorisant d'avoir cette relation, ce contact aux citoyennes et aux citoyens. Forcément, vu la participation, on comprend la participation comme quelque chose je dirais, de global et de systématique. Ça entraîne une autre manière pour nous élus de faire de la politique. On accepte de lâcher une partie de notre pouvoir quelque part aux habitantes et aux habitants. Alors, c'est pas facile, ça nous met parfois dans des postures différentes. On n'est pas dans des postures de décideurs, mais des postures de garants des règles méthodologiques et d'animation. Mais je crois que c'est ce que souhaitent les habitants et les habitantes en France, en fait. C'est une autre manière aussi de faire de la politique, plus proche des habitants. Et la participation citoyenne, dans tous ces outils, ces démarches, ça permet d'entretenir ce dialogue quotidien avec les citoyennes et les citoyens. Voilà ce que je peux dire. On fait aussi de la participation citoyenne parce qu'on est convaincu que la transition écologique sur notre territoire, on pourra la réussir qu'en embarquant un maximum de monde, et notamment des personnes qui sont souvent peu visibles ou qui ont peu
la possibilité de porter leur voix et qu'on a besoin vraiment de ce mouvement collectif. Et ce mouvement collectif, on n'arrivera à le constituer qu'en impliquant un maximum les habitantes et les habitants. Donc c'est un travail aussi du long terme autour de ces questions de transition écologique sur ce territoire. Voilà, je pourrais en plus long, mais je pense que ça suffit. Du coup, ça me fait enchaîner sur cette culture de la participation qui a infusé jusque dans le service international Europe. Je me présente, donc je suis Stéphanie Pop, responsable Europe et du projet ICE au sein du service international Europe. Et je vais vous présenter un petit peu ce projet d'ICE étape par étape et ses raisons et ses déclinaisons aujourd'hui, en essayant d'être concise et courte, mais pour que vous puissiez un peu comprendre toutes les dimensions qui sont un peu multiples. Si vous voulez passer, et je veux au préalable excuser l'absence de Monsieur Chérel, qui au dernier moment n'a pas pu être présent avec nous, mais je sais que on peut très bien expliquer son travail, Garance et Fatimata et moi, pour lui. Il nous a fait confiance. Si vous voulez passer la présentation. On est en train de projeter, Oui. je pense. Ce que je peux dire, c'est que le projet d'ICE est parti d'une proposition simple de la ville d'inviter les citoyens à co-construire une initiative citoyenne européenne. Pour ceux qui ne savent pas, en Amérique du Sud ou à l'autre bout du monde, une initiative citoyenne européenne, c'est un outil de démocratie participative européen qui donne la possibilité aux citoyens de changer des lois européennes. Donc, un outil très important, avec beaucoup de possibilités, des promesses de changement, législatives notamment, et qui est plutôt simple, enfin, qui requiert peu de contraintes, puisqu'il suffit d'être un groupe de 7 citoyens européens, mais de recueillir 1 million de signatures pour que cette proposition de changement de loi soit adoptée. Donc, une procédure ouverte à tous les citoyens en Europe, depuis le traité de Lisbonne, mais qui se trouve finalement, un droit de citoyen qui se trouve finalement très difficile à mettre en œuvre. Et la proposition de la ville vient de là, qui voulait que finalement accompagner les citoyens dans l'exercice de ce droit démocratique, ce serait aussi un formidable moyen de renforcer la citoyenneté européenne, parce qu'elle permettrait aux citoyens d'être acteurs de la démocratie européenne et surtout permettrait une appropriation citoyenne des enjeux européens. Alors, pourquoi la ville veut développer une citoyenneté européenne? C'est pas évident, c'est pas une compétence que toutes les villes adoptent, parce que nous, à Rennes, on pense depuis longtemps que la citoyenneté européenne et la citoyenneté locale s'alimentent, sont deux faces d'une même pièce, parce que la renforcer au niveau local, c'est renforcer la citoyenneté au niveau européen, et c'est renforcer la participation des habitants aux affaires publiques, donc enrichir une démocratie contre le repli sur soi. Et puis parce qu'in fine, les enjeux locaux et les enjeux européens sont liés, les enjeux globaux. Voilà, on est tous partie d'un monde et malheureusement nos enjeux sont globalisés. Une politique forte contre le changement climatique est nécessaire au niveau local, mais elle ne peut se faire qu'en lien avec des politiques plus générales, globales, et notamment européennes. C'est une vision donc de développer la citoyenneté européenne que nous avons développée. Vous pouvez passer à la slide suivante, peut-être. Oui, et la suivante encore. Que nous avons développé depuis plus de 5 ans à travers le Labo Europe, que nous avons lancé comme un espace d'innovation pour promouvoir cette citoyenneté européenne, parce qu'en effet, impliquer les habitants dans la connaissance des enjeux européens nécessitait un peu d'innovation, et notamment, surtout, de parler d'Europe autrement.
Et avec ce labo, on a réuni une communauté de plus de 200 acteurs, mais venus de tout horizon, pas seulement des acteurs de la promotion de l'Europe, mais des acteurs associatifs, économiques, du numérique, les acteurs culturels, des acteurs académiques et les habitants. Et c'est sur cette base-là que finalement, on a entamé le nouveau mandat. Après 5 événements un peu innovants, on a entamé le nouveau mandat avec cette idée d'initiative citoyenne européenne qui serait une nouvelle expérience citoyenne, parce que c'est bien une expérience, puisque ça n'a jamais été fait avant, en tout cas qu'une ICE parte d'une ville, et surtout avec cette promesse de s'inscrire dans un processus participatif. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, vous voyez sur la slide, la partie en bleu foncé, c'est la phase européenne, c'est la procédure classique d'initiative citoyenne européenne. Il faut créer un comité de citoyens pour l'enregistrer et puis se lancer dans la campagne d'1 million de signatures pour que la Commission européenne commence à étudier ce texte. Mais nous, on a rajouté la phase préalable. On a construit cette phase avec les habitants et parce qu'on s'est dit que cette ICE devait être co-construite avec eux et surtout devait être organisée aussi par les habitants de manière participative pour avoir une décision choisie aussi par les habitants. Vous pouvez passer à la slide suivante, je vais vous montrer un peu les phases très résumées. Donc une phase d'abord d'exploration, une phase d'élaboration et une phase de décision. La phase d'exploration, donc avec les membres du labo, nous avions capitalisé sur cette communauté du labo et nous avons défini ensemble un peu l'organisation et les étapes du processus. On a défini ensemble les enjeux locaux qui étaient aussi reliés aux enjeux européens et on a commencé à partir de quelque chose de très simple qui était un appel à idées grâce à la fabrique citoyenne, à la plateforme de la fabrique citoyenne pour demander aux habitants de proposer des idées d'ICE, mais des idées pas très construites. On ne demandait pas aux citoyens d'être experts des questions, ils pouvaient dire je veux qu'on arrête de manger de la viande en Europe. C'était des idées voilà, très, très spontanées, mais qui avaient toute une signification et qui pour nous, il n'y avait pas de mauvaises idées. On a mis les moyens en lançant une campagne d'affichage et un bon retour sur le site de la fabrique citoyenne. Passé, avec plusieurs propositions et des idées qui étaient aussi proposées lors d'ateliers thématiques, parce qu'après cet appel à idées, on invitait les habitants à venir discuter de leurs idées dans des ateliers thématiques pour justement les étudier et puis en faire des prototypes d'ICE. Alors, des ateliers thématiques, ils ont été organisés par nos partenaires. Voilà, chacun avait une façon d'impliquer son collectif. On a eu un premier atelier qui s'est passé, qui a été co-organisé par la Maison de l'Europe de Rennes et qui s'est passé lors des Erasmus Days à la fac de lettres et de langue de Dijon. Voilà, c'était sous forme de stand. Il y a eu 2 ateliers qui ont été organisés par Sciences Po Rennes. Et puis, il y a eu un atelier, mais on le détaillera, qui s'est passé à l'AMIR et qui a été organisé par la Maison internationale de Rennes dans le cadre de son université internationale populaire avec la Légion de quartier. Et là, Fatimata pourra vous en dire un peu plus, je vais passer vite. Et puis, pour faire cette étude de ces idées brutes et expliquer dans quel cadre juridique européen elles s'inscrivaient, on avait impliqué sur une base bénévole, les étudiants de la fac de droit qui sont venus spontanément nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. La fac de droit de l'UE, de Master 2 de Sciences Po Rennes, dont Garance est issue, et qui, voilà, chaque étudiant avait choisi une thématique et venait dans chaque atelier, par groupe de 2, venir expliquer le droit européen sur la question culturelle. Voilà, est-ce que cette idée pouvait être une ICE ou pas? Donc un travail très important pour une formation au droit européen des habitants. Donc dans l'ensemble, pour faire vite maintenant, les 6 ateliers ont réuni à peu près 300 personnes et ont donné lieu à 12 prototypes, 12 propositions d'ICE qui, si vous pouvez passer la slide suivante, qui ont été des propositions extrêmement travaillées, qui derrière leur titre,
cache des vrais prototypes. Demain, 7 citoyens pourraient reprendre une idée et la déposer en peu de temps. Voilà, une campagne d'affichage. Le vote, les 12 propositions de l'ICE ont été soumises au vote des citoyens. Et puis voilà, ça a été proclamé, l'ICE gagnante a été proclamée lors d'un événement local. Ici, vous pouvez passer la suivante. Et donc, l'ICE qui a été choisi par les habitants, bah, c'est pas un hasard qu'elle a été choisie par les habitants, parce que c'est vraiment le fruit d'un travail collectif intense des habitants du quartier d'Ilgence, des acteurs associatifs, des acteurs académiques, et surtout sur la base du travail d'élèves du collège Rosa Parks. On a mis la liste à côté de tous les acteurs qui ont participé à l'atelier de l'avenir, mais c'est peut-être là que je passe la parole ou à Fatimata ou Garance qui était là dans ce collectif qui a donné lieu à cette ICE. Garance, comme tu veux, si tu dois partir, elle est pas là. Elle a disparu. Si, si. Oui, d'accord. Vous me voyez? Parce que moi, je ne me vois pas parce que l'écran est partagé, mais... on vous voit, oui. Ouais, ok, d'accord. Merci Stéphanie. Moi, c'est Garance Fogliso et donc, je suis diplômée du master. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, oui. Ok. Très bien, oui. Ok. Très bien. Donc moi, j'ai diplômée du master droit de l'Union européenne à Rennes. Et c'est pendant ce master-là que notre directrice de master nous avait proposé de participer à l'élaboration de l'initiative citoyenne. Et donc, comme Stéphanie l'a expliqué, on avait été répartis enfin, on choisissait notre atelier et moi, j'avais fait partie de l'atelier cohésion sociale. Et notre rôle en tant qu'étudiant, c'était de dresser un panorama de la législation actuelle en matière d'accueil des migrants en Europe. Et donc, on avait fait ce travail, on l'avait présenté. Et pendant les ateliers, on avait un petit peu orienté en fonction des idées de chaque citoyen. Ça a été dit qu'il n'y avait pas de mauvaises idées, mais il y avait quand même une contrainte que pour qu'une ICE soit acceptée, elle doit rentrer dans la compétence de l'Union européenne. Et donc, on avait ce rôle de vérifier ce qui rentre et ce qui ne rentre pas dans la compétence de l'Union européenne. Par exemple, là, la politique de santé publique, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Puis on avait fait partie de la campagne de promotion parmi tous les prototypes d'ICE des différents ateliers. On avait donc par exemple la santé publique qui ne rentre pas dans la compétence de l'Union européenne. Donc on avait ce rôle d'orientation. Et puis moi j'avais fait partie de la campagne de promotion de l'ICE parmi tous les prototypes d'ICE. Et là c'était un petit peu ce qu'on nous avait proposé comme participation en tant qu'étudiante. Mais moi j'avais été restée dans la mailing list, dans le groupe citoyen. Et au moment où elle a été enregistrée à la Commission européenne et qu'il était question de récolter des signatures, j'ai voulu participer pour récolter ces signatures. Et et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à imaginer le voyage, le Dini Tour, pour sensibiliser d'autres jeunes citoyens et d'autres personnes citoyennes en Europe sur cette question de la dignité de l'accueil des migrants. Et ça avait commencé quand je devais partir. J'étais partie quelques jours à Marseille pour raison, il n'y avait rien à voir avec l'ICE. Et du coup, avant d'y aller, je m'étais dit que je contacterais des ONG là-bas pour voir s'il y en avait qui voudraient que je leur présente l'initiative citoyenne. Et il y en avait une qui m'avait répondu et on s'était rencontrés et je leur avais présenté l'ICE et on avait et voilà. En fait, c'est ça, c'est à partir de ça que j'ai ensuite imaginé faire ça dans d'autres pays en Europe. Et j'en avais parlé à Stéphanie, à la ville, et c'est avec l'aide de la ville, avec l'aide de l'université, grâce à mes contacts, mon réseau personnel, que j'ai tracé un parcours en Europe euh, qui passe d'ailleurs par les villes jumelées avec Rennes, qui m'ont toutes accueillie. Et pour prendre contact avec des groupes de jeunes, des associations, des médias,
des ONG pour parler de l'initiative citoyenne, parler de l'accueil des migrants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je suis en Grèce. La semaine dernière, j'étais à Athènes avec l'ONG Interalia qui représente l'initiative citoyenne européenne pour la Grèce. On a organisé un atelier, on a invité des citoyens pour une activité créative et parler de la dignité des êtres humains. La semaine Dans 2 semaines, je serai à Florence. On m'a invité à l'Institut européen, ou encore une fois, pour présenter l'initiative citoyenne à des Italiens. Donc, il y a cet aspect super chouette de pouvoir continuer tout le travail qu'on avait fait pendant l'élaboration de l'initiative et continuer à discuter de toutes ces questions avec des citoyens hors de Rennes. Et aussi, ça me permet de rencontrer des personnes immigrées et des personnes qui travaillent avec les personnes immigrées pour vraiment parler aussi des problématiques, des problèmes actuels. Et j'ai pu, en plus de les rencontrer, visiter des centres d'hébergement. J'ai, par exemple, la semaine dernière, visité le camp de réfugiés à Lesbos et où des problématiques qui attestent de l'indignité des conditions d'accueil et donc qui renforcent aussi l'intérêt de l'initiative citoyenne. Et donc, c'est super chouette de pouvoir rencontrer ces personnes et il y a eu beaucoup de soutien, beaucoup de retours très positifs pour l'initiative citoyenne. Et donc, je continue jusqu'à début décembre. Donc, ça me fait un voyage de 5 mois, presque 5 mois. J'ai pas dit, je l'ai pas annoncé, mais c'était à travers 12 pays de l'Union européenne que je fais ça, et dont la Belgique, les pays organisateurs de l'initiative citoyenne. Je pense que j'ai dit l'essentiel pour ce que je fais, en tout cas de mon côté. C'est vrai, et surtout, tu parles de l'initiative citoyenne européenne, mais c'est aussi un projet personnel qui va te permettre de recueillir beaucoup de matière, quoi. Donc, il y a le côté, on continue sur l'ICE, mais ça, a priori, ça va aussi te servir personnellement à un moment ou à un autre pour tes projets documentaires. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci Garance, et du coup ça me permet de passer la parole à Fatimata qui parle très bien de l'expérience. Fatimata, tu en as parlé souvent, mais peut-être que tu as d'autres anecdotes en regard de Garance sur l'histoire de l'ICE avec la Maison internationale de Rennes et la maison de quartier. Merci Stéphanie de m'avoir accordé la parole. Bonjour à vous tous. Moi, c'est Fatimata Amey et je suis la présidente de l'association MATA, qui est une association de solidarité internationale d'échange culturel et de lutte contre les discriminations et les injustices auxquelles les femmes sont confrontées au quotidien. Et j'ai beaucoup travaillé dans l'accès aux droits des immigrés à Rennes. Je suis bénévole depuis plusieurs années à la Maison internationale de Rennes. Et quand la ville a fait appel aux associations rennaises, la Maison internationale s'est saisie de cette opportunité-là pour faire appel au collège Rosa Parks, qui est un collège d'un quartier populaire qui est Villejean, où mes enfants et moi avions grandi. Nous avons fait nos études là-bas. Et déjà, le collège Rosa Parks travaille sur des projets pédagogiques européens avec Europe Rennes 35. Et ensuite, la maison internationale de Rennes, dans le cadre du projet Université internationale populaire, travaille déjà
avec la maison de quartier de Villejean, en lien avec les habitants de Villejean. Et ensuite, l'AMIR a fait appel à d'autres associations, notamment les associations de soutien aux sans-papiers et les associations de défense des droits des exilés, et les universités de droit, et les associations de lutte pour les droits humains. Et donc, comme l'a dit Stéphanie, le collège Rosa Parks a travaillé sur 4 thématiques: sur le droit, la responsabilité, la solidarité et la dignité, avec leur professeur Ronan Chérel. Et il y a eu plusieurs ateliers sur ces mêmes thématiques à la maison de quartier et à la maison internationale de Rennes avec les habitants de Villejean, mais aussi il y a eu le soutien d'autres habitants rennais qui étaient intéressés par la problématique. Et ensuite, les habitants et les associations ont retravaillé sur ces thématiques-là. Et pour les élèves, ce qui était important à leurs yeux, c'était la dignité, était un élément important de notre humanité. Et c'est à la croisée de toutes ces dynamiques qu'est née l'initiative citoyenne pour un accueil digne des migrants. Et la mairie a procédé à la recherche des signataires. Moi, je suis la signataire française. Et une très précieuse représentante pour l'ICE. Voilà, les élèves aussi, le message de Monsieur Chérel aussi, qui continue. Il y a les élèves qui ont particulièrement travaillé sur l'ICE, mais il y a des nouveaux élèves, puisque c'est dans un cadre scolaire, qui continuent aussi à travailler sur le projet. Voilà, c'est pas fini non plus, l'ICE continue. Et là, il fait un travail pédagogique avec ses nouveaux élèves pour promouvoir l'ICE à travers des outils médiatiques, des web-séries, voilà, pour leur apprendre à s'exprimer devant un public, à plaidoyer. Et surtout, Monsieur Chérel donne une grande valeur à la parole des enfants qui est sans peur et qui sont les meilleurs porte-parole de certaines causes. C'est ça que aussi M. Chérel veut mettre en avant avec son association et son travail au quotidien. Et pour le coup, il a une forte adhésion des élèves à chaque fois. Et là, ils ont un projet aussi. Ils sont même invités par un député européen au Parlement européen pour s'exprimer. Donc, vous en entendrez parler le moment venu. L'histoire ne s'arrête pas non plus pour eux. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce que dit Fatimata sur le nombre de structures, de personnes impliquées, et le fait, pour nous, à l'origine, à la ville, c'était de dire cessez de croire que l'Europe n'est que l'affaire de quelques spécialistes et d'experts. Vous avez le droit vous avez même l'obligation de vous en mêler, de porter des messages. Et je pense que demain, ces habitants, les associations, la maison de quartier, si demain on leur disait « Ah, ça c'est la faute à l'Europe », ils auront vraiment la matière pour dire « On peut regarder si c'est vrai, et si c'est la faute à l'Europe, on peut aussi corriger ce qui se dit ». Donc c'était vraiment de s'emparer aussi de ce thème-là, de construire avec eux et de donner des cartes pour que ces gens-là comprennent bien que eux, nous, tous ensemble, on a vraiment notre mot à dire en tant que citoyens du local et citoyens de l'Europe. Et le faire sur cette thématique est quand même particulièrement... c'est un motif de fierté pour la ville. Ça aurait pu être toutes les autres, mais que celle-ci, Fatimata n'a pas eu le temps de dire, mais les enfants ont fait campagne. Ils ont fait campagne pour qu'au moment du vote,
ce soit cette proposition qui soit choisie. Donc les enfants sont allés en parler aux adultes pour dire celle-là on l'a construit ensemble et on voudrait que ce soit celle-là qui soit portée au niveau européen. Donc il y a vraiment quelque chose du terme de la participation et de l'empowerment des habitants vis-à-vis de ces questions-là, ce qui est quand même l'ADN de cette fabrique citoyenne. Ce qui est important dans cette ICE, c'est que ça part de la parole des enfants et ensuite soutenu par les parents, les habitants de ce quartier-là. Et ce qui est aussi important à souligner, c'est que même ceux qui ne maîtrisaient pas le français, on a eu recours à des traductions pour que tout le monde soit au même pied d'égalité dans la maîtrise du projet et puis aussi l'information. C'est ça qui est important de soutenir et qu'aujourd'hui, la question de la dignité est devenue une valeur centrale des jeunes. C'est important de le dire. Je pense qu'on a finalement passé sur les slides suivantes. Finalement, peut-être vous laisser la possibilité de poser une question. Voilà. Oui, peut-être. Oui, je pense que c'est très, très, très bonne présentation déjà avec tous vos témoignages. Je vais laisser peut-être la parole à Madame Filetti si elle veut faire aussi quelques questions directement sur l'expérience. Je ne sais pas, Amanda, si tu voudrais intervenir à ce moment-là. On ne t'entend. Maintenant. Maintenant, on t'écoute, oui. J'ai enlevé les écouteurs. Donc, bonjour à tous et à toutes, plutôt à toutes d'ailleurs. Je suis Amanda Fletti, coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU. J'ai eu la chance de faire partie du jury, donc tout d'abord vous féliciter pour cette initiative qu'on a largement débattue au sein du jury, qui nous a touchés aussi, vous l'avez mentionné pour les différentes raisons, à la fois la méthodologie extrêmement intéressante du projet, mais aussi le sujet, bien sûr. Le sujet, dans un moment où on a une Europe qui a tendance à avoir une réponse plutôt sécuritaire ou autoritaire sur la question de la migration, et dans un monde où justement la question de la migration ne va pas s'arrêter. On est dans un monde qui est à la fois extrêmement connecté, où il est très facile de voyager, d'aller d'un endroit à l'autre. Donc, on est dans un monde qui est extrêmement connecté, dans un monde qui effectivement est en crise aussi, avec des situations de guerre. On est encore en train de le voir ce week-end, avec des conflits qui reviennent et qui vont aussi générer des déplacements de personnes. Et puis, on est également avec le changement climatique, pareil, un phénomène qui va produire de la mobilité humaine. Et donc, on est face à des phénomènes qui vont aller en progressant. Et donc, très intéressant de voir comment une municipalité se positionne par rapport à cette situation mondiale, on peut dire ça comme ça. Et peut-être ma première question, bon, j'ai beaucoup de questions que j'aurais bien aimé vous poser, mais peut-être la première concerne un petit peu, si vous pouvez nous expliquer peut-être cette tradition d'accueil qui est à Rennes, à la fois du point de vue de la municipalité, peut-être du point de vue aussi de l'association MATA, ce serait intéressant d'avoir deux points de vue, mais peut-être d'avoir aussi un peu d'historique sur cette question de l'accueil de la migration. Par ailleurs, peut-être si vous pouviez aussi nous partager peut-être davantage, on va dire comment les personnes qui ont et même été en situation de migration ont été impliquées dans ce projet. On l'a un petit peu entendu à la fin, mais peut-être si vous pouviez donner davantage de détails et sur pourquoi aussi vous pensez que les Rennais ont choisi la promotion de l'accueil des migrants. Je crois que c'est aussi un choix, un engagement fort de la citoyenneté. Si vous pouviez nous donner quelques raisons, voilà, pourquoi vous pensez que cette ICE-là a marqué. Vous nous avez évoqué effectivement la mobilisation importante des élèves. Peut-être que les élèves aussi ont une histoire qui est liée à cette question de la migration. Mais vous avez défendu aussi la place des associations, mais peut-être que ça serait intéressant aussi que vous puissiez nous définir l'accueil digne dont vous parlez, donc quelles sont les lignes de l'accueil digne que vous défendez à travers cette ICE. Qu'est-ce que vous voudriez obtenir finalement? Et ma dernière question, ça serait de savoir où est-ce que vous en êtes dans ce millier de signatures, où est-ce que vous en êtes du processus. Voilà, donc ça fait beaucoup de questions. Je vous laisse choisir celle qui vous parle le plus. Merci beaucoup.
Ouais, je peux prendre la parole rapidement sur l'accueil digne des migrants. C'est vrai que Rennes est un territoire d'accueil en règle générale. Après, l'accueil des exilés, au départ, c'est une compétence État en France. C'est pas directement de la compétence ville, et on a vraiment l'impression de pallier au manque de l'État à Rennes sur ce volet-là. On héberge notamment 900 personnes sur Rennes. Je crois qu'on est la ville qui héberge le plus d'exilés en France chaque soir, donc 900 personnes, parce que l'État, le 115, ne fournit pas suffisamment d'hébergement d'urgence. Donc pour nous, c'était un engagement de la maire qui est aucun enfant à la rue. C'est difficile à tenir, c'est très difficile à tenir, puisque on est souvent un peu laissé seul face à ces difficultés qui sont hyper importantes quand des familles, des enfants, des mères de famille, des familles monoparentales traversent l'Europe, souvent sans argent, avec toutes les conséquences qu'on connaît pour leur santé physique, mentale. On accueille des personnes qui sont assez détruites. Donc ça demande un accompagnement qui est conséquent. Et la ville de Rennes, on fait ce qu'on peut, franchement. On met en place, voilà, on essaye de porter des projets collectivement aussi avec le monde associatif pour favoriser cet accueil, notamment l'accès aux droits. Notamment, c'est donc ces hébergements d'urgence, donc d'apporter des réponses rapides aux personnes qui viennent nous solliciter, mais c'est difficile, on fait ce qu'on peut avec nos moyens. Voilà. C'est pas, on résout pas les problèmes des gens à Rennes. On essaye au maximum de les soulager, mais c'est difficile. Comme l'a dit M. Desmaux, ça n'est pas une compétence des villes, c'est une compétence normalement strictement de l'État. Sauf que quand il y a des enfants dehors et qu'à la sortie de la journée d'école, on a des mamans qui viennent voir les gens, qui vont à la mairie, eh ben, on peut pas répondre aux gens, c'est de la compétence de l'État. Donc, il y a cet hébergement d'urgence, il y a aussi, l'a dit M. Desmaux, l'accompagnement au plus long terme. C'est les droits, c'est l'apprentissage du français, c'est l'accompagnement, et surtout, la ville de Rennes le fait sans poser de questions ni sur le statut de la personne, ni son degré de vulnérabilité. Et là où on arrive au bout du système, c'est qu'effectivement, les gens étant dans un système qui finit par créer de la vulnérabilité, d'où les demandes qu'on fait, font que dans les 900 qui rentrent dans le système, beaucoup ne sortent pas. Et ce qui devrait être de l'urgence finit par devenir quasi pérenne pour ces gens-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'y arrive plus. D'où la demande de dire il faut que les conditions changent, parce que, comme le dit souvent la maire, c'est aussi aujourd'hui la réglementation qui crée de la vulnérabilité et qui crée ces situations de non-droit. Quand on ne peut pas accéder au travail, à un moment donné, on n'accède pas aux revenus et donc on reste dans un cercle vicieux. D'où un peu l'objet de cette ICE qui est de mettre en responsabilité l'Union européenne et les États membres. Alors, les États membres sont déjà tenus de donner un accueil digne aux migrants, mais voilà, il y a des disparités sur les moyens mis en œuvre, parfois parce que ces États n'ont pas les moyens ou pas la volonté. Mais en tout cas, en faire un règlement obligatoire pour les États membres et pour les mettre, ces États membres, en responsabilité d'assurer un accueil digne, et puis de faire sauter ce verrou de la règle de Dublin qui impose, voilà, la si connue règle de Dublin qui impose aux demandeurs d'asile de faire leur demande dans leur pays d'arrivée, et qui du coup, des conditions qui se retrouvent dans des conditions tellement intenables qu'ils veulent aller faire leur demande ailleurs, ou pour des raisons personnelles en tout cas, se retrouvent du coup dublinés et sans droit à assistance dans les pays qu'ils traversent. Et en plus, les États membres font en sorte de maintenir leur situation d'illégalité en leur permettant pas de bouger. Ça, c'était
un des aspects. Voilà, faire sauter la règle de Dublin et puis surtout que la demande d'asile dépend de la volonté des personnes migrantes. Et pour compléter, la maire de Rennes a rédigé une tribune dans Le Monde la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus exactement, qui est un plaidoyer justement pour un accueil digne des migrants en France. Et pour compléter, la promesse de la ville était d'accompagner les citoyens dans cette proposition d'ICE et peu importe la proposition, voilà, il y a cette demande à faire à l'Europe, on fait cet accompagnement administratif, communication et ça aurait pu s'arrêter là, mais la maire de Rennes a personnellement embrasser cette cause et a donné le portage politique qui n'était pas à l'origine prévu, mais qui voilà, en donne encore plus de force à ce plaidoyer. Et du coup, le conseil municipal a voté il y a 15 jours, en septembre une délibération pour soutenir l'ICE et avec un vote à l'unanimité quasiment. Donc pour vous dire que les leaders politiques locaux aussi sont dans le portage de l'ICE et de la cause, surtout. Alors, moi, ce qui est important dans tout ce qui a été dit, c'est cette dynamique entre collectivités locales et société civile qui est importante dans cette ICE-là aussi. Et que Villejean est c'est un quartier cosmopolite, riche de la diversité. Et il y a beaucoup de dispositifs pour accompagner les migrants. Il y a la maison de quartier de Villejean, il y a les associations de défense qui accompagnent les femmes migrantes, primo-arrivantes. Il y a des associations aussi qui accompagnent, qui sont communautaires, comme on dit. Et il y a aussi l'université et les écoles aussi. C'est ça, c'est tout cet accompagnement-là qui a fait, en fait, je pense que les gens osent prendre la parole parce que c'est important que c'est eux-mêmes qui prennent la parole et qui s'expriment sur ces questions-là. Il n'y avait pas de tabou, c'était vraiment assez ouvert, chacun pouvait dire ce qu'il voulait. Comme elle l'a dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes les idées étaient prises en compte dans ce tissu. C'est ça qui me paraît encore très important. C'est que la parole de tout le monde compte. Après, on ne va pas se cacher, vous avez posé la question de où on en est, des signatures. Et clairement, ça ne va pas du tout dans le sens où on n'est pas encore à 9000 signatures. Alors, c'est 365 jours pour avoir 1 million de signatures. Ça veut dire que si on divise, il nous faudrait 3000 signatures par jour. On en est très très loin. On a contacté des centaines de personnes, d'ONG, d'associations, d'élus, etc. Mais on n'a pas la force de frappe visiblement pour atteindre un nombre suffisant. Par contre, il y a une chose qu'on a relevée, c'est M. Desmol a dit, il y a 15 jours, il y a eu un article de la maire dans Le Monde, le journal de référence en France, et sur les 48 heures après la publication de cet article, alors que l'article mentionnait l'initiative, mentionnait surtout la position de la maire sur cette question de l'accueil des demandeurs d'asile, l'accueil des migrants en général, il n'y avait pas de lien. Il fallait chercher pour trouver le site de l'Union européenne où voter. Et pourtant, il y a eu 300 personnes qui, dans les 48 heures, ont voté. C'est-à-dire que si on arrive à atteindre les bonnes cibles, les gens votent. Parce qu'on constate aussi qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte sur le site, mais qui ne signe pas. Parce que l'ICE, la Commission européenne prend ça au sérieux, donc les gens doivent donner des coordonnées.
En France, c'est la date de naissance, c'est le lieu d'habitation. En Espagne, c'est votre numéro de carte d'identité. Et on n'a pas d'analyse experte, mais on imagine aussi que certains peuvent se dire qu'est-ce qui va se passer de ces données-là sur un sujet aussi complexe et tendu, comme vous l'avez vous-même redit. Ben, peut-être que des gens ont des réticences à signer un peu parce que le thème est très compliqué. Mais quand les gens ont l'information, il y a des signatures qui se font. Mais oui, on fait tout ce qu'on peut, ça ne suffit visiblement pas et on est nous-mêmes un peu, très honnêtement, un peu démunis et étonnés du nombre faible de signatures. Donc, toute occasion d'en parler est bonne. Donc, pour nous, l'OIDP, c'était un très bon prix pour ce que ça voulait dire et aussi parce que c'est une occasion d'en parler. Très bien. Bon, de toute façon, effectivement, vous allez recevoir donc, le premier prix de l'OIDP, donc, ce qui permettra aussi de diffuser au sein de nos propres réseaux. Nous aussi, on a des contacts, donc on essaiera bien sûr de promouvoir cette initiative qui est gagnante. Peut-être simplement pour revenir sur la place, sur la question je crois que l'association Mata, Fatimata nous expliquait un petit peu ce rôle central et l'importance qu'ils prennent la parole. Si vous pouvez nous parler peut-être tous, mais peut-être plus particulièrement l'association Mata, de l'impact que ça a eu peut-être pour ces personnes-là. On a un petit peu entendu déjà, voilà, mais qu'est-ce que ça change peut-être d'avoir aussi un projet qui est soutenu par des habitants, par la municipalité de Rennes, pour des personnes qui sont dans ces situations-là. Si vous pouvez voilà, peut-être nous donner quelques éléments là-dessus, ce serait intéressant, je pense. Ce qui est intéressant pour ces habitants, c'était déjà d'avoir été associés à un projet aussi important de cette ville et aussi d'avoir travaillé avec toutes les composantes de la société rennaise. Ça, c'est important. Ils étaient intégrés depuis le début jusqu'à la fin dans le processus de mise en œuvre et de la création de l'UCE. C'est important pour des personnes, quelquefois, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, de pouvoir la prendre et de s'exprimer en toute liberté, sans hiérarchisation de prise de parole. Ça, c'est important. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de ces habitants-là, du quartier de Viljean, qui est un quartier prioritaire où il y a beaucoup où il y a beaucoup de difficultés et que au-delà des difficultés, on se rend compte aussi qu'il y a de la richesse et de la richesse qui a été prise en compte. C'est ce qui est important pour moi et pour les habitants de Viljean. Aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent être accompagnés et ils peuvent aussi créer d'autres projets. Mais ce qui est important, c'est que la dignité est devenue aujourd'hui, aux yeux de ces jeunes-là, une valeur essentielle et importante. Et ce qui est important aussi, ce qui change, c'est que ce sont les jeunes qui nous apprennent aujourd'hui la question de la dignité comme élément central de l'Europe. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question, mais je peux aussi continuer, mais je laisse la parole aux autres. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir donné ces éléments. Peut-être que d'autres collègues de notre côté ont aussi envie de poser d'autres questions. Peut-être simplement vous préciser qu'au sein de CGLU, donc CGLU, c'est ce réseau mondial des collectivités territoriales, la question de la migration est un sujet qui est arrivé extrêmement fort, alors que c'est effectivement, comme vous l'avez mentionné, pas un sujet local, pas un sujet des collectivités territoriales. Et pour autant, on s'est rendu compte, nous, beaucoup, en tout cas à travers le travail qu'on fait au niveau mondial, que c'est toujours effectivement les villes, les municipalités qui sont en première ligne des réponses et qui ont envie d'apporter une réponse et d'amener le débat sous un autre angle. Et donc voilà, donc vous félicitez de nouveau pour cette initiative, que vous ne sentez pas seul, puisqu'il y a effectivement de nombreux autres territoires qui essayent d'œuvrer et d'amener le débat, encore une fois,
sous l'angle plutôt des droits humains, de l'universalité des droits, enfin de réfléchir en tout cas à comment est-ce qu'on crée une cohésion, un dialogue pour le moins au niveau local. Donc merci beaucoup de contribuer à travers cet effort. Et nous-mêmes, enfin moi en tout cas au nom de la Commission inclusion sociale, moi je m'engage à ce qu'on va essayer de diffuser effectivement cette initiative qui va dans cet engagement qu'on a essayé de défendre au sein de CGLU, de la défense et de l'accueil des personnes en situation de migration. Voilà, je vous remercie.